Joliba Morning News. À l'occasion de la 76e Assemblée générale des Nations Unies, le Premier ministre Choguel Kokala Maïga a tenu un long discours franc. Probable prolongation de la transition annoncée par le Premier ministre Dr Choguel Kokala Maïga. À l'international, un fort séisme en Crète fait un mort et des blessés en Grèce. Mesdames et messieurs, c'était là les grandes articulations de ce journal. Bonjour et bienvenue au rendez-vous de l'information. Comme évoqué dans les titres, à l'occasion de la 76e Assemblée générale des Nations unies, le Premier ministre Choguel Kokala Maïga a tenu un long discours. Dans son allocution, il a dénoncé la dégradation de la situation sécuritaire du pays, malgré la présence des forces internationales, particulièrement la France. Une intervention que plusieurs citoyens qualifient de courage. Aruna Saliakone revient sur les grandes lignes. Telle que l'opération française Barkhane. Il lui a fallu 30 minutes d'horloge pour égrener à la tribune des Nations Unies les problèmes du pays. Le Mali a été abandonné en plein vol. C'est la formule utilisée par le Premier ministre pour montrer la gravité de la situation due à la fin de l'opération Barkhane. Sans prendre des gants pour l'exprimer, le Premier ministre avoue son incompréhension et sa préoccupation face à cette annonce du retrait de la force Barkhane de certaines zones du Mali et l'amorce de sa transformation en coalition internationale avec des contours toujours méconnus par l'État malien. La décision est unilatérale et viole le principe de la consultation et de la concertation qui doit être la règle entre partenaires privilégiés. Cette situation de solitude conduit l'État malien, selon lui, à explorer les voies et moyens pour mieux assurer sa sécurité de manière autonome ou avec d'autres partenaires de manière à combler le vide. Choguel Maïga ajoutera que cette évolution de la situation doit également inciter les Nations Unies à avoir désormais une posture plus offensive sur le terrain. Puisque de mars 2012 à ce 25 septembre 2021, la situation du pays ne s'est guère améliorée, fustige le Premier ministre. Les villages rasés de la carte, des femmes et des nourrissons souvent brûlés vifs. Le Premier ministre regrette que tous ces drames se produisent 8 ans après le début de la mission onusienne au Mali. Cette dégradation du climat sécuritaire donne aux Maliens et Maliennes le sentiment que la MINUSMA a dévié sa mission. Elle doit alors, selon le Premier ministre, changer le fusil d'épaule. Par ailleurs, dans un souci de cohérence et d'efficacité, le gouvernement du Mali s'apprête à mettre en place une structure de suivi et de coordination des activités de la MINUSMA, ainsi que l'élaboration d'une stratégie de gestion intégrée de la crise au centre du Mali. Dans la même veine, une structure appelée cadre intermalien pour la mise en œuvre de l'accord sera mise en place pour la poursuite de la mise en œuvre intelligente et la relecture consensuelle de l'accord. Il a touché à la question de l'organe unique de gestion des élections. Cet organe permettra, selon lui, de poser les jalons politiques, juridiques et institutionnels de la restauration de la confiance des acteurs politiques et des citoyens lors des compétitions électorales futures. La mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation du Mali. En marge de son discours à l'ONU, le Premier ministre Choguel Kokala Maïga a assuré dimanche lors d'une interview exclusive accordée à France 24 que les élections présidentielles et législatives maliennes prévues le 27 février 2022 pourraient être reportées de quelques semaines ou mois. Des explications avec Aminata Chektal. Il vaut mieux avoir quelques semaines de plus, même quelques mois de plus, que de retomber dans une crise qui nous met dans l'incertitude, peut-être avec un autre soulèvement, un autre coup d'État, avec tout ce qui peut se profiler à l'horizon. C'est le raisonnement défendu par le Premier ministre Choguel Kokala Maïga dans une interview exclusive accordée à RFI et France 24. Le chef du gouvernement malien a longuement argumenté sur la probable prolongation de cette transition. En effet, pour le Premier ministre de la transition, le gouvernement s'attache à respecter ses engagements, mais ce respect s'accompagne de réalisme. Car selon lui, en politique, il faut être réaliste. Il rappelle qu'un premier gouvernement avait annoncé un chronogramme fixé à partir des positions de principe de la CEDEAO, auxquelles peu de Maliens croyaient en réalité. Il faut donc, au dire de Choguel Maïga, procéder de la manière inverse cette fois-ci. Il précise « Nous allons identifier les actions, les opérations pratiques à mener jusqu'aux élections. À partir de là, on peut tomber sur le 27 février, comme on peut avoir 2 semaines ou quelques mois de plus. Le plus important, c'est de tirer des leçons du passé. Par ailleurs, la confirmation de cette probable prorogation
confirme ainsi les doutes qui sévissent depuis un certain temps au sein de la classe politique malienne. Des doutes qui ont été à l'origine de la création de multiples coalitions. Certaines étant favorables à l'idée, pendant que d'autres font tête brèche. Cependant, le gouvernement compte sur les résultats des assises dites de la refondation, prévues pour fin octobre 2021, pour fournir un calendrier, un chronogramme détaillé à ses partenaires. En attendant cette concertation, la prorogation de la transition reste une hypothèse. Une hypothèse, aujourd'hui plus que jamais, très plausible. La clôture de la table ronde sur l'élaboration d'un organe unique de gestion des élections et la préparation des assises nationales de la refondation a eu lieu ce dimanche 26 septembre au Centre international de conférence de Bamako. Professeur Ibrahima Ikassa Maïga, il est au micro de notre reporter Adama Sanogo. Cette table ronde aura servi à ouvrir définitivement la voie non seulement vers l'effectivité d'un organe unique de gestion des élections, mais également à mieux préparer les prochaines assises nationales de la refondation. La refondation est bel et bien possible, mais de façon résolue et progressive. Le but est de changer notre façon de faire, de penser ensemble le projet du Mali nouveau, où on pourra tout planifier en termes de conception et de mise en œuvre. Les assises seront l'occasion d'imprégner nos institutions constitutionnelles de nos valeurs et principes de vie que nous connaissons dans nos sociétés. L'organe unique indépendant, autonome et permanent sera certainement ce vecteur d'élections libres, transparentes, sécurisées, crédibles et acceptées par tous. Ce ne serait pas un organe créé ex nihilo. Il capitalisera toutes les expériences électorales des années précédentes. Parlons toujours du discours de Dr Shogel Kokala Maïga. Le Premier ministre a parlé des difficultés de coordination des actions entre le Mali et forces partenaires dans la lutte contre le terrorisme. 48 heures après, les citoyens donnent leur avis sur cette sortie du Premier ministre. Ils sont au micro de Oumou Makalou, Sirandouba et Bakoro Banyari. Les concitoyens vivent dans la difficulté. Moi-même, je viens de quitter le Nord récemment et ce qu'il a pu dire devant les autorités nous a surpris. Car on ne s'attendait pas à avoir quelqu'un qui pouvait s'adresser devant les autorités comme Shogel l'a si bien fait. On ne pouvait pas croire qu'un Malien aura du courage à dénoncer les mépris de la France à l'égard du Mali devant l'ONU. Nous soutenons vraiment Dr Shogel Kokala Maïga et le colonel Assimi Goïta. Ce que Shogel a dit devant l'ONU a vraiment marqué les Maliens. Et on est content de son discours car le pays va très mal. Maintenant, le Mali est devenu un nouveau Mali. Rehausser le nom du Mali, c'est ma fierté. Si l'Afrique est honorée, nous sommes tous concernés. Tous les Africains sont les mêmes. C'est l'Occident qui nous a séparés. L'entente qui est entre les pays africains ne se trouve pas en Europe. Je souhaite vraiment que le Mali redevienne le Mali d'avant. Condamné pour crimes de guerre et génocide, l'ancien colonel rwandais Théoneste Bagosora est décédé dans une clinique à Bamako ce dimanche. Il purgeait sa peine de 35 ans à la prison de Koulikoro. Plus de détails avec Abdoulaye Koniba Konaté. 800 000, c'est le nombre d'individus à qui le colonel Théoneste Bagosora a coûté la vie. C'est le tribunal pénal international pour le Rwanda, TPIR, qui l'a reconnu coupable en 2008 pour génocide, crime contre l'humanité et crime de guerre. Mort à l'âge de 80 ans, il était en détention à Koulikoro avec des co-détenus, aussi condamnés par le TPIR. Surnommé le cerveau du génocide, le colonel Bagosora est considéré comme l'architecte et le penseur du génocide de Rwanda en 1994. Pour rappel, du 6 avril au 4 juillet 1994, 800 000 Rwandais, majoritairement des Tutsis, ont été tués par leurs compatriotes qui sont pour la plupart des Hutus.
Le génocide commence lorsque l'avion du président Hutu Juvenal Habyarimana, accompagné par son homologue burundais Cyprien Taryamira, fut abattu par un missile. Au lendemain de cet attentat, c'est la chasse aux Tutsis qui fut lancée par des militaires. Ces actions ont conduit à l'espace de 100 jours au massacre de 800 000 Rwandais, dont la plupart des Tutsis, faisant de ce génocide le plus rapide de l'histoire. L'image du jour nous conduit à la découverte du Kremlin de Moscou. Le Kremlin de Moscou, souvent appelé simplement le Kremlin, est une forteresse située au cœur de Moscou, capitale de la Russie. Après avoir été la résidence officielle des tsars, puis des dirigeants de l'Union soviétique, il devient le centre politique de la Fédération de Russie, puisqu'il est aujourd'hui la résidence officielle et le lieu de travail du président de la Fédération de Russie. Par métonymie, l'expression le Kremlin désigne souvent dans la presse et les médias le pouvoir russe ou naguère le pouvoir soviétique. Cet ensemble prestigieux est le plus célèbre Kremlin, mot russe qui désigne une forteresse urbaine. La forme est à peu près triangulaire. Il rassemble à l'intérieur de son enceinte extérieure dominant la place rouge et la Moskva, des palais et des cathédrales dont le grand palais du Kremlin. Après plusieurs sièges et destructions, une nouvelle palissade fut construite de 1339 à 1340 et incendiée en 1365. Entre 1366 et 1368, sous le règne de Dimitri Donskoï, on construisit une forteresse en pierre blanche, ce qui permit de repousser en 1368 et 1370 les attaques des princes Michel de Vert et Olgier, grand-duc de Lituanie. La forteresse comportait 5 portes monumentales, 3 d'entre elles étant situées sur le côté nord-est. Les murailles reprirent le plan de l'ancienne forteresse en bois. En 2016, la démolition sur l'ordre de Vladimir Poutine du bâtiment 14 qui avait abrité le secrétariat du Soviet suprême de l'Union soviétique et qui avait été érigé sur les emplacements du couvent de l'Ascension et du monastère Tchoudov, a donné aux archéologues l'occasion de procéder à des fouilles qui leur ont permis de mettre au jour de nombreux vestiges remontant jusqu'au XIIe siècle. Il est prévu la création d'un musée d'archéologie sur le site des fouilles. L'actualité internationale à présent avec Fanta Diarra. Bâtiments effondrés, vitres brisées et maisons à ciel ouvert. Le puissant séisme qui a secoué la Crète a fait un mort et 11 blessés, en particulier dans la ville d'Al-Kalochori, où les habitants effrayés par les nombreuses répliques sont descendus dans la rue. « Sortez, ne restez pas dans les maisons », crie Maria en courant hors de sa maison de plain-pied à Al-Kalochori, endommagée par les séismes. La terre a tremblé lundi matin à 9h17 dans cette agglomération agricole de 10 000 habitants à une trentaine de kilomètres d'Héraklion, le chef-lieu de Crète, la plus importante île de Grèce. Des gravats et des vitres brisées jonchaient les routes d'Al-Kalochori et du village voisin de Mélésès, où des pans entiers de vieux bâtiments se sont effondrés. 11 personnes ont été hospitalisées, souffrant surtout de fractures, dont 2 ont été transférées à l'hôpital d'Héraklion. Evangelia Christaki, âgée de 62 ans, prend soin de son mari handicapé sous un arbre, qui est âgé de 67 ans, et de sa belle-mère de 96 ans, dont la maison a été totalement détruite. Au moment du séisme, j'étais dans ma maison, tout est tombé. J'ai pris mon mari et on est sorti, a-t-elle confié à une source. Heureusement, notre maison n'a pas été trop endommagée, mais les autorités nous ont dit de rester dehors pour les prochaines heures. De toute façon, on a si peur, poursuit-elle. L'épicentre du séisme d'une profondeur de 10 km a été enregistré à 23 km du sud d'Héraklion et à 346 km du sud de la capitale grecque, selon l'Observatoire géodynamique d'Athènes. Après la secousse principale, l'Observatoire d'Athènes a enregistré plus de 30 répliques en 5 heures, dont les plus importantes d'une magnitude de 4,5. L'armée et les pompiers dressaient des tentes pour abriter les habitants laissés sans toit. La Grèce est traversée par d'importantes failles géologiques et des tremblements de terre y sont fréquents.
Le dernier séisme meurtrier s'est produit le 3 mars dans le centre de la Grèce, à Elassona, faisant un mort et 10 blessés, ainsi que d'importants dégâts. Le 30 octobre 2020, un séisme de magnitude 7 avait secoué la mer Égée entre l'île grecque de Samos et la ville turque d'Izmir, faisant 114 morts en Turquie et 2 morts à Samos. Entré en éruption il y a 8 jours sur l'île espagnole de La Palma, le volcan a arrêté lundi de cracher de la lave et des cendres, mais les scientifiques avertissaient que le scénario pouvait changer rapidement. L'activité du volcan s'est sensiblement réduite ces dernières heures à La Palma, a ainsi tweeté l'Institut des géosciences de Madrid graphique à l'appui d'une courbe rouge descendant brutalement. Mais il faut rester très attentif à son évolution car le scénario peut changer très rapidement, a-t-il ajouté. Nous verrons comment cela évolue dans les prochaines heures. Le tremblement volcanique a presque disparu, tout comme l'activité explosive strombolienne, type d'activité volcanique alternant éruption de lave et projection explosive est nommé ainsi en référence au volcan de l'île de Stromboli dans le sud de l'Italie, a également indiqué l'Institut volcanologique des Canaries sur le même réseau social. Ici, les images du volcan montraient un flux orange flamboyant expulsé par le volcan. Dans la nuit de dimanche à lundi, les habitants de plusieurs quartiers d'une commune de l'île ont été confinés en raison des craintes d'émanation de gaz toxiques qui pourraient provoquer l'arrivée de la mer de la lave, qui s'est située à moins 2 km de la côte dimanche soir. À Singapour, de nouveaux robots de livraison aident les résidents vivant à proximité d'un centre commercial à ramener leurs courses à la maison et à faire livrer des aliments et des colis. Après avoir fait leurs courses, les résidents peuvent apporter leurs achats à un point de collecte dans le centre commercial et programmer la livraison. Un robot Camelo, développé par l'entreprise technologique Otsao, apportera les articles dans le hall de l'ascenseur du résident à l'heure convenue. Et l'utilisateur pourra scanner un code QR pour ouvrir le compartiment. Environ 700 ménages d'un lotissement Punggol peuvent utiliser ce service dans le cadre d'un essai d'1 an. Les deux robots pèsent 80 kg, chacun se déplace à une vitesse maximale de 5 km par heure. Ils seront accompagnés d'un agent de sécurité pendant la période d'essai. High-Tech Singapore a également utilisé des robots pour diffuser des messages sur la distance sociale dans les parcs et déployer des robots de nettoyage dans les centres commerciaux et à l'aéroport. Saïd Mounir Al-Sagouf, ingénieur chez Otsao, se prononce. Vous pouvez donc déposer votre colis à Oasis Terrace et programmer l'heure à laquelle vous souhaitez que votre colis soit livré ou que vos marchandises soient livrées. Par exemple, pour des courses, puis vous pouvez attendre dans votre salle. À l'heure précise que vous avez indiquée, vous descendrez simplement et verrez vos courses et vos marchandises. Ainsi, tous vos biens et colis, même vos produits d'épicerie qui vous sont livrés. Vous pouvez être rassuré qu'ils sont désinfectés par ces modules LED UVC. Ça s'allume pendant 5 minutes, puis s'éteint pendant 5 minutes. Il vous suffit de 5 minutes pour que vos marchandises soient désinfectées. En somme, ce robot sera utile pour les Singapouriens. Parlons sport. L'Afrobasket 2021 face au Nigeria. Les Aigles dames du Mali ont perdu ce dimanche en finale de l'Afrobasket Cameroun 2021 face au Nigeria, 59-70. Pas de médaille d'or pour le Mali qui ramène quand même la médaille d'argent. El Hadj Malik Guitei. Le Mali termine ainsi deuxième du tournoi et améliore toutefois sa performance par rapport aux 10 dernières éditions lors desquelles les Aigles dames ont ramené la médaille de bronze. Auparavant, en petite finale, le Sénégal avait perdu 49-53 face au pays organisateur, le Cameroun, qui sauve ainsi son tournoi par la médaille de bronze. Les Nigériennes ont survolé cette compétition en dominant largement toutes les équipes qu'elles ont rencontrées et confirmant ainsi leur suprématie en basketball féminin africain. Quant au Mali, qui a une équipe très jeune avec une moyenne d'âge de 23 ans, il peut s'attendre à un avenir radieux avec des joueuses comme Mariam Koulibaly, présente dans les 5 majeurs du tournoi, et Sika Kone, Djeneba Djaï, entre autres.
En marge des festivités du 22 septembre, l'Association des jeunes Dogon du Mali a organisé ce dimanche 26 septembre à Bamako une lutte traditionnelle pour la paix et la cohésion sociale au Mali. Moussa Tembine et Amadou Tolo étaient présents. L'Association des jeunes Dogon du Mali célèbre l'indépendance du Mali à travers l'organisation d'une lutte traditionnelle. C'était ce dimanche 26 septembre au terrain de Banakabougou. Notre retrouve ici le terroir du pays Dogon. C'est juste organiser la thème et la cohésion sociale entre nous, les jeunes Dogon, entre les terroirs de la région de Mopti, pour vraiment un peu valoriser notre culture. Pour le parrain de l'AJDM, il n'est pas surpris de ces actions venant des jeunes Dogons. Pour lui, le Dogon a toujours été un homme de culture et de paix. Le Dogon a été toujours un homme de paix, un homme de culture. Donc nous ne sommes pas surpris que la jeunesse Dogon puisse initier une telle rencontre, un tel événement. Depuis 2015, cette jeunesse s'est retrouvée dans une association pour lutter pour que la paix retourne dans le pays Dogon. Quant à l'invité d'honneur, il s'est dit ravi de participer à cet événement organisé par les jeunes du terroir. A priori, je les adresse toutes mes félicitations pour cette initiative vraiment heureuse de raviver un certain nombre d'activités que nous avons de tout le temps connues dans le pays Dogon. Dans une situation aussi dure, difficile, que cette jeunesse ait eu l'idée de faire renaître cela et faire participer une jeunesse, une diaspora, j'ai dit que c'est une très bonne initiative. Le représentant du ministre de la Culture salue ces actions en faveur de la paix. Ouais, c'est un sentiment de fierté et la jeunesse a pu mobiliser autant de monde autour de la paix. Alors la paix, rien ne vaut la paix. C'est vraiment une œuvre salutaire. On ne peut que saluer l'action de la jeunesse Dogon. De telles initiatives sont à encourager pour un Mali libre et uni. Voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Très bonne suite de programmes sur Joliba TV News. Joliba Morning News.